Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, la saison n'est pas officiellement terminée pour le FC Barcelone, mais c'est l'heure quand même de dresser les bilans. Et ça commence par la FAQ, la dernière FAQ de la saison 2024-2025. Il y aura, je pense, des FAQ autour du Mercato, mais là, c'est vraiment la toute dernière en lien avec l'année sportive du FC Barcelone. Et franchement, vous avez été au haut niveau. J'ai regardé 2-3 questions à droite, à gauche, et elles étaient très intéressantes. Vous avez été vraiment nombreux à m'en envoyer, donc un grand merci. Et sans plus tarder, on peut commencer la vidéo FAQ. Première question, mesdames et messieurs, de El Bachirlo 909 qui me demande: bonjour Dave, comment pouvons-nous nous améliorer sur le plan défensif la saison prochaine sans délaisser la ligne haute? C'est une très bonne question qui est revenue d'ailleurs plusieurs fois. Effectivement, on se demande ça sur les améliorations qu'aura à faire le FC Barcelone, parce qu'on l'a vu sur la fin de saison, à certains moments, ça capotait un petit peu cette ligne du hors-jeu. Donc vous inquiétez pas, il y aura une vidéo bilan sur les améliorations globales du Barça pour la saison 2025-2026. Mais pour revenir rapidement sur cette question de la ligne haute, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que si on change ça, si on a besoin d'ajuster certaines choses, forcément, ça changera quelque chose sur notre animation et surtout sur notre animation offensive. Parce que le fait de se dire à certains moments, on doit plus se replier par exemple et on doit moins avoir systématiquement cette ligne du hors-jeu qui est haute, forcément, ça va avoir un impact sur ce que fait Lamine Yamal, sur ce que fait Lewandowski ou sur ce que fait Rafinha par exemple et sur ce que font également les milieux de terrain. Donc on peut peut-être l'ajuster et ne pas tout le temps le faire de manière têtue sur le match pendant 95 minutes, mais dans ce cas-là, ça va forcément avoir un impact sur les efforts défensifs que vont avoir à faire les autres joueurs. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si on veut un ajustement, ça changera l'animation à certains moments du FC Barcelone. Deuxième question, mesdames et messieurs, de Brickwade qui me demande: devons-nous beaucoup recruter pour préparer la saison prochaine car nos concurrents sont à fond dans le mercato? On est les champions, effectivement. Nous sommes champions, ça fait plaisir. Alors, en effet, nos concurrents et surtout le Real Madrid se mettent au diapason. Alors, Atlético Madrid, ils ont déjà recruté dans Baena, super joueur de Villarreal. Du côté du Real Madrid, déjà Xabi Alonso, qui est peut-être la meilleure des recrues possibles, super entraîneur d'avenir. Huijsen en tant que défenseur central qu'on aurait bien aimé avoir du côté du FC Barcelone qui vient de Bournemouth, super recrue. Alexander-Arnold, bon, il y a des plus et des moins du côté d'Alexander-Arnold, mais pour un joueur qui est libre, qui vient de Liverpool avec cette expérience, c'est un très bon deal quand même, je trouve, du côté du Real Madrid. Il y a pas mal de rumeurs sur le fait que Stiller, le milieu de terrain de Stuttgart, super milieu, qui avait des rumeurs l'année dernière du côté du Barça, vienne aussi au Real Madrid. Ça serait un super coup. Et tu as du Carreras, le défenseur de Benfica, qui a mis à mal Lamine Yamal, qui lui aussi pourrait pourquoi pas venir du côté du Real. Donc oui, il y a énormément de mouvements et nous, faudrait nous y mettre. Mais pour l'instant, c'est compliqué d'être très sûr de ce qu'on va faire du côté du Barça pour le mercato, parce que nous, on n'arrive pas avec l'idée de se dire on a 100 millions de budget ou on a 200 millions de budget. On ne connaît pas le budget. Donc pour l'instant, même vous faire des vidéos par exemple sur le fait de se dire bon, avec 150 millions de budget, qu'est-ce qu'on fait? C'est très difficile de dire. Alors on peut réfléchir aux postes qu'on doit recruter, les postes prioritaires entre guillemets, mais vous dire typiquement tiens, on a 150 millions, il faut tel recrue, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce qu'il faut se renforcer? Ce qui est ça ta question? Bien évidemment qu'il faut se renforcer du côté du FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il faut faire à un certain moment reposer nos cadres qui pour certains ont beaucoup trop joué cette saison, en plus d'être en capacité de renforcer l'équipe type. Donc oui, du côté du Barça, si on le peut, il faut absolument se renforcer. Troisième question de MWFCB qui me demande: salut le boss, quelle note mets-tu à notre saison tout simplement? Il y aura une vidéo spécifique sur la note de la saison, ça devrait arriver la semaine prochaine je pense, donc exactement comme on a fait l'année dernière sous Xavi, voir le contexte, parce qu'on note une saison par rapport au contexte, voir ce qui s'est passé pendant la saison, les résultats, voir l'amélioration qu'il y a eu pendant l'année. Toutes ces choses-là, on les englobe et on donne une note finale à notre FC Barcelone qui, je pense, vous l'avez deviné, sera meilleure quand même que celle de l'année dernière, mais ça arrive un peu plus tard. Quatrième question de Maïmouna qui me demande: tu ne penses pas que quelque part ne pas faire la Coupe du Monde des clubs peut être positif pour nous? On a ainsi largement le temps de travailler sur les axes d'amélioration en vue de la saison prochaine. Alors il me semble que la Coupe du Monde des clubs, si je dis pas de bêtises, c'est du 13 juin au 13 juillet, quelque chose comme ça, enfin ou un petit peu moins. Dans tous les cas, je pense que c'est la période où les joueurs ils sont encore en vacances, donc je sais pas si on aura le temps de travailler. Mais au moins la chose qui est positive, c'est que de notre côté, ça fatiguera pas nos joueurs plus que ça. On sait pas encore comment ça va se dérouler, hein. J'en ai parlé dans la vidéo sur le Ballon d'Or. Quel engouement il y aura autour de cette compétition? Sera-t-elle vraiment bien respectée par les clubs, à savoir est-ce qu'ils vont ramener leur équipe type, leurs joueurs phares? On ne sait pas vraiment encore, on a beaucoup de questionnements par rapport à ce qui va se passer. Donc je pense qu'il y aura quand même une petite frustration de ne pas nous voir dans cette compétition, parce qu'on va arriver, on va voir plein de grands clubs et on va se dire ah c'est dommage qu'on n'y soit pas, mais c'est bon, on aura le temps d'y être dans les futures éditions je pense. Mais là pour celle-ci, c'est quand même positif dans un Barça qui a besoin de se reposer, de pouvoir se reposer.
5e question de Alassane qui me demande « Salut, quel ailier pouvons-nous chercher pendant le mercato ?» Alors, mon ami Alassane, il y a la série Virtual Mercato sur la chaîne. On a parlé des gardiens, on a parlé des latéraux et on a aussi parlé de l'ailier gauche, notamment sur l'avant-dernière vidéo de cette série avec Café Barça. Donc on a donné plein d'idées possibles et inimaginables. Maintenant, encore une fois, je le répète par rapport à une question qui a été posée précédemment, ça dépendra du budget. Est-ce que tu me donnes 60 millions pour recruter un ailier? Est-ce que tu me donnes 30 millions pour recruter un ailier? Ça change absolument qui on va recruter. Ça, c'est la grande question. Quel budget on aura pendant le mercato? Ensuite, on passe à une question qui m'a été posée sur Instagram par mon cher Rémi que vous connaissez, qui a été présent justement dans l'épisode 1 de Virtual Mercato pour me parler des gardiens, qui me demande si je dois recruter un joueur du côté du Real Madrid pour l'apporter dans le système actuel du FC Barcelone, qui est-ce que je prends? Et sinon, autre question, quel joueur je pourrais prendre des clubs qui sont dans le top 4 de la Ligue des Champions? Il m'a dit au départ, je choisis entre les deux celles que je préfère. Je vais aborder les deux. Je vais d'abord prendre le Real Madrid et après les clubs présents dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Tout d'abord, j'ai commencé à réfléchir en me demandant quel poste dans le système actuel du Barça, en prenant les joueurs à leur top forme, est-ce que je pourrais remplacer du côté du FC Barcelone? Et après réflexion, je me dis, bon, il y a le gardien, peut-être entre Chesney, Ter Stegen ou même Peña. Je me dis, on peut avoir un gardien encore supérieur. Et il y a peut-être le milieu le plus avancé qui est Dani Olmo, où je me dis, avec les blessures, etc., tu peux même peut-être apporter quelqu'un d'encore supérieur, même si Fermín López a été excellent en tant que remplaçant. Sinon, les autres joueurs, en vrai, j'ai du mal à me dire je peux les changer, que ce soit la défense au top de sa forme, j'ai du mal, les attaquants, les milieux, j'ai pas trop de choses à voir. Et du côté du Real Madrid, je me suis dit qui peut avoir ces postes-ci en tant que milieu plus avancé? Bellingham, bien évidemment. Bellingham, est-ce que je veux le changer par Dani Olmo? Non, parce que Bellingham, j'aime beaucoup le joueur, j'aime en revanche beaucoup moins la personnalité qu'il a. Et un joueur comme ça dans mon effectif, j'ai pas trop envie d'en avoir du côté du Barça, donc lui non. En revanche, le gardien de but, Thibaut Courtois, mesdames et messieurs, c'est un gardien qui te fait gagner des matchs et des grands matchs. Et du côté du Barça, il nous manque ça depuis quand même quelques années maintenant. Donc, si je devais piocher un joueur du côté du Real Madrid, je piocherais Thibaut Courtois. Et du côté des clubs du dernier carré de la Ligue des Champions, je me suis posé les mêmes questions. Qui est-ce que je choisirais? Il y a vraiment énormément de joueurs que j'adore, même du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit niveau défensif des Nuno Mendes ou au milieu de terrain, j'adore Vitinha, j'adore Neves, même en attaque, Dembélé, j'adore, Désiré Doué, Kvara, c'est des joueurs vraiment, j'adore leur style du côté du Paris Saint-Germain. Mais je me dis typiquement Ousmane Dembélé, où est-ce que je le mets si je le prends? Est-ce que je le mets au même poste dans lequel il joue au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire numéro 9? Mais est-ce que je mets Ousmane Dembélé numéro 9 dans le système actuel du Barça, ça fonctionnera? C'est des grandes questions, sinon je le mets à la place de Lamine Yamal, mais je préfère Lamine Yamal. Donc non, c'est compliqué donc de choisir un joueur du Paris Saint-Germain parce que même les milieux de terrain, Vitinha ou Neves, je préfère De Jong et Pedri. Donc ouais, après tu arrives sur un autre club qui est Arsenal, eux ils ont un numéro 10, Odegaard, mais je trouve que Odegaard fait pas une énorme saison du côté d'Arsenal, donc non, je le remplace pas. Les gardiens, je pourrais les remplacer par les gardiens qu'on a. Raya, je le trouve meilleur. Donnarumma en mode Ligue des Champions Prime cette année, je le trouve meilleur. Et même Sommer de l'Inter Milan, je le trouve meilleur. Donc les gardiens, je pourrais les changer, mais je vais pas faire la même chose que du côté du Real Madrid. Et après réflexion, je vais prendre Barella. Barella de l'Inter Milan, qui ne joue pas en tant que milieu le plus avancé du côté de l'Inter, surtout cette année, mais je pense qu'il a la possibilité de l'être, ou en tout cas d'être milieu relayeur, ce qui te permet de faire une doublette avec Pedri en tant que milieu relayeur et de mettre De Jong en point de basse du côté du Barça. C'est ce que je verrais. Donc si je choisis Real Madrid, je prends Thibaut Courtois. Si je choisis un joueur du dernier carré de Ligue des Champions, je prendrai Barella de l'Inter Milan. Nouvelle question, cette fois-ci sur YouTube de Le Blaugrana Rusé. Salut Dave, selon toi, Flick doit-il arrêter avec le piège du hors-jeu l'année prochaine ou garder la même idéologie? Ça rejoint une question de Atis sur Instagram qui me demande Flick doit-il doser avec le hors-jeu? Ça rejoint la toute première question de cette vidéo. Il y a des questionnements par rapport à ça, mais encore une fois, oui, je pense qu'il faut garder la même idéologie. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que les clubs, par contre, vraiment s'adapter à ça? Parce que pendant la saison, on s'est dit, oula, à la fin de saison, peut-être que les clubs vont être rodés à cette version du hors-jeu du Barça. Finalement, ça a continué quand même à fonctionner. Bon, à part à certains moments, mais je trouve que dans la globalité, on a quand même gagné 3 titres et on est allé en demi-finale de Ligue des Champions, donc tous les clubs n'ont pas su s'ajuster, mais c'est vrai qu'à certains moments, on l'a déjà dit, il y a eu quelques hicks, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il faut garder cette idéologie, juste à certains moments, pourquoi pas un petit peu la doser un petit peu plus. Ensuite, question de Grenoble qui me demande mon joueur préféré all-time à chaque ligne du côté du FC Barcelone de tout temps. Ah, c'est compliqué, parce que par rapport aussi à ce que j'ai vu moi, jeune, donc c'est-à-dire que je ne vais pas aborder des joueurs que j'ai pas vus, parce que je les ai pas vus du côté du FC Barcelone. Donc déjà, en tant que gardien, c'est compliqué, parce que moi je suis arrivé avec Victor Valdés, et Victor Valdés, je ne juge pas forcément que c'est la meilleure version des gardiens que j'ai vus, c'était un très bon gardien, surtout dans les grands moments, mais je trouve que le prime Ter Stegen, à un moment au FC Barcelone, c'est supérieur à ce que j'ai vu de la part de Victor Valdés. Donc je choisirais prime, je choisirais
Ter Stegen en tant que gardien. Ensuite, au niveau des défenseurs, qui est-ce que je choisirais? C'est compliqué, j'ai vu des beaux défenseurs hein, côté Barça, que ce soit des latéraux, que ce soit des défenseurs centraux. Mais pour un peu la mentalité, pour l'image, je choisirais quand même un petit Carles Puyol. Voilà, en défense, c'est sympathique, hein, le petit Carles. C'est la grinta, c'est pas le meilleur défenseur hein, qu'on a connu du côté du FC Barcelone. Mais Carles Puyol, il y a ce truc en plus de capitaine, quoi. C'est pour moi l'image du capitaine du FC Barcelone. Au milieu de terrain ensuite. Voilà, je pense que c'est le plus compliqué. Hein. C'est le plus compliqué de choisir entre le Big Three qui est Busquets, Xavi, Iniesta. Là, c'est très compliqué. Même Pedri, que j'adore, il pourrait bientôt rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, mettons du respect plus sur Xavi, Iniesta, Busquets. Là, moi, j'ai une petite sensibilité en plus sur Iniesta. Je ne suis pas en train de vous dire que Iniesta est meilleur que les deux autres. Je vous dis juste que ma sensibilité, ma fibre personnelle parle plus pour un joueur comme ça. Voilà, son style de jeu me parlait un peu plus. À aucun moment, je dis qu'il est meilleur que les deux autres. C'est juste que voilà, je vibre un peu pour ce joueur-ci qui, en plus, avait des choses formidables, qui m'ont rempli de joie. Donc, ouais, il y a ce côté un petit peu subjectif qui penche pour Iniesta. Et ensuite, en attaque, bon bah là, il n'y a même pas trop de questions, c'est mon joueur préféré all-time, c'est Lionel Messi, donc bien évidemment, en attaque, Lionel Messi, il n'y a pas de débat, Lionel Messi, je peux même le mettre milieu de terrain, selon moi, parce que à une certaine période du Barça, c'était lui aussi le playmaker par excellence du FC Barcelone. Le jour où il arrêtera sa carrière, vous inquiétez pas que je vais faire une longue vidéo de 30 minutes sur son cas, parce que voilà, pour moi, c'est le joueur ultime par excellence, c'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer dans ma vie, donc il n'y a aucune question sur mon attaquant all-time du côté du Barça, c'est Léo. Question très intéressante de Sofiane qui me dit « Salut Dave, penses-tu pas qu'il serait temps de vendre Rafinha? J'ai peur qu'il ait atteint un plafond de verre et depuis un moment il me déçoit beaucoup balle au pied. On n'en tirera jamais un meilleur prix vu l'année qu'il fait à son âge. Investir sur un vrai ailier qui percute comme Lamine Yamal de l'autre côté, un phénomène, ça serait peut-être intéressant. Qu'en penses-tu » Effectivement, on peut se poser des questions sur Rafinha. Je peux comprendre en fait ce qu'il veut dire par là. C'est vrai que Rafinha, en fait, la problématique et ce qui est différent par rapport à Lamine Yamal, c'est qu'il n'est pas autosuffisant. Lamine Yamal, tu le mets à côté de Koundé, tu le mets à côté d'Eric Garcia, il te fera toujours autant de dingueries. Bizarrement, Rafinha, dès qu'il n'y a plus Baldé sur le côté gauche, c'est pas le même joueur. Donc bien évidemment, il y a plein d'autres joueurs qui sont dépendants des autres. Hein. Je dis pas que Rafinha est le seul dans son cas, mais Rafinha, ça s'est plus vu directement. Maintenant, en fait, la problématique avec Rafinha, c'est qu'il ne faut pas le voir comme un joueur uniquement qui stat. C'est aussi un joueur qui est très intéressant dans ses appels de balles, dans ses demandes sans ballon justement, et dans son effort pour le collectif, dans le pressing. Maintenant, la question de se dire est-ce que Rafinha il n'a pas atteint un plafond de verre, c'est une question qui est intéressante. Mais la problématique là-dessus, c'est que ni vous ni moi on a la réponse. Est-ce que Rafinha sera en capacité de faire la même saison qu'il a fait cette année, l'année prochaine? Perso, je ne sais pas. On peut avoir des doutes. Ça, c'est autorisé d'avoir des doutes. Mais on ne peut pas affirmer sûr et certain que Rafinha ne fera pas la même chose. Et je trouve ça dur pour Rafinha qui a tant donné cette saison de se dire il faut s'en débarrasser. Même si ça peut être tentant de se dire bon bah c'est vrai qu'il peut nous rapporter de l'argent et que rapporter un ailier perturbateur à gauche, pour moi c'est indispensable. Hein. Un mec vraiment comme Lamine Yamal de l'autre côté, alors peut-être pas aussi fort que Lamine Yamal, mais un réel mec qui prend le couloir, qui est animateur, qui crée la différence, qui crée du danger face à l'adversaire, c'est obligé parce que Rafinha, lui, il n'est pas capable de le faire ça. Rafinha, c'est un second attaquant, c'est un joueur d'intérieur. Nouvelle question de Aziz qui me demande « Tu ne penses pas que le Barça doit prolonger Christensen vu ce qu'il montre? Il est très solide. » Moi, Christensen, hein, je l'ai toujours dit, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Du côté du FC Barcelone, même quand il était dans la fameuse bac de Xavi, bah, j'adorais ce joueur-ci. Et puis, je trouve qu'en plus, il peut être utile sous le Barça de Flick parce qu'il est très bon à la relance, donc peut ressembler un peu à un Koubarsi dans ce style-ci. C'est un joueur intelligent qui peut s'adapter, je pense, très vite à la ligne du hors-jeu également. Et c'est un joueur qui a de l'expérience. Donc, c'est un profil qui peut être super cool pour le FC Barcelone. Maintenant, la grande question autour de Christensen, c'est son état physique. Voilà, s'il nous fait la même que l'année dernière et qu'il se blesse sur toute la saison, bah payer un salaire pour ça, bah ça coûte un peu au FC Barcelone. Donc c'est ça la grande question. Maintenant, si Christensen est disponible et si on se sépare de Araujo, bah bien évidemment, oui, que selon moi, il faut prolonger Christensen. Ou ensuite, question solide de Pembele qui me demande « Peut-on considérer Flick comme une légende du Barça après cette saison, mercato pauvre, équipe jeune ?» On en parlera hein, dans la vidéo bilan de la note, effectivement. Il y a un contexte qui est difficile pour Flick. Légende, légende, le mot il est tellement fort. Vous savez, en plus, ce terme-là, légende, souvent on le considère après plusieurs années. On a du recul sur ce qui s'est passé, on se dit « Ah ouais, cette saison, c'était vraiment une saison légendaire. » De base, j'aimerais vous dire, c'est fou ce qu'on a vécu cette saison. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une saison légendaire. Mais d'un autre côté, je me dis, ça fait mal aussi, au bout d'un an, de dire qu'un entraîneur est légendaire. Pour moi, c'est quand même peu un an sur une carrière et même sur l'histoire du FC Barcelone. Mais il y a des chances quand même que cette saison, elle reste dans les mémoires. Hein. Même dans 10-15 ans, on en parlera toujours de cette saison, de se dire, bah, on a fait le triplé national, qui est quand même d'une certaine façon assez légendaire de le faire, parce que ça se fait quand même rarement. Et je me dis, bah ouais, peut-être qu'en fait, on y pensera à cette saison qui a été en plus spectaculaire, avec des remontées magnifiques, avec des énormes scores du côté du Barça.
Donc ça se joue. C'est compliqué. Ta question, elle est vraiment compliquée. Je ne sais pas trop quoi répondre, mais ouais, je pourrais dire oui. Allez, si je dois répondre actuellement, je te dis que oui, Flick est déjà une légende du FC Barcelone. Nouvelle question de Maïmouna. Tiens, donc tu crois qu'on peut simplement continuer avec Garcia comme doublure de Koundé et ne donc pas recruter à ce poste? Encore une fois, hein, je le répète, je suis désolé de me répéter avec ça, mais ça dépendra de l'argent qu'on a, tout simplement. Si tu me dis qu'on a une certaine somme pour acheter un latéral, pour moi, il faut une vraie doublure à Koundé et en plus de ça, avoir un joueur qui change dans le registre de Koundé. C'est-à-dire que Eric Garcia, selon moi, il a à peu près le même registre que Koundé. Ils n'ont pas exactement les mêmes qualités, mais ça reste des défenseurs centraux qui sont arrivés sur le côté. Donc c'est pas des registres ultra offensifs, doués techniquement. Alors que pour moi, si tu achètes une doublure à Koundé, il faut justement recruter un latéral qui ait ce volet offensif. Déjà pour pouvoir reposer Koundé tout d'abord, et en plus de t'apporter une autre solution tactiquement dans le match. Donc bien évidemment, les grandes performances d'Eric Garcia dernièrement nous rassurent là-dessus. Et si on n'a pas l'argent pour le faire, on a au moins la possibilité de se dire « Ah ben on a Eric Garcia en backup ». Donc ça c'est très positif. Mais si on a l'argent, selon moi, profitons-en pour acheter un latéral. Nouvelle question également de Alassane qui me dit « Salut, trouves-tu que Araujo a un avenir au Barça ?» Moi, Araujo, on va faire également une vidéo sur les départs potentiels du côté du FC Barcelone. C'est sûr que c'est limite le premier nom que je coche dans les départs du Barça, limite devant Ansu Fati. Hein. Voilà, parce que Araujo, je suis désolé, mais ce qu'il a montré, on en parlera, mais c'est pas suffisant. Dans le niveau de jeu, tout d'abord, mais ensuite dans le comportement, pour moi, c'est ce qui fait, les interviews d'après-match, etc. C'est pas possible. C'est pas possible de jamais se remettre en question à ce point-là du côté d'Araujo. Donc pour moi, oui, c'est un des joueurs qui doit partir en premier. En plus de ça, il a une vraie valeur marchande plus importante que celle d'Ansu Fati. Donc ouais, pour moi, s'il faut vraiment faire partir quelqu'un cet été, c'est Araujo. Question ensuite Instagram de notre chère Lafrite catalane que vous connaissez bien, j'espère, qui me demande « Penses-tu que la saison débrief analyse peut passer un cap la saison prochaine grâce à Flick ?» Déjà cette année on a passé un petit cap, hein, toi et moi là, ça a bien fonctionné, j'ai l'impression, pour nous sur YouTube, donc ça c'est super sympa. Bien évidemment qu'en fait la présence de Flick et vu ce qui s'est passé cette année, je pense que ça a aidé. Voilà, le Barça a fait rêver beaucoup de gens cette année, les matchs ils ont été sympathiques à voir, il y a eu beaucoup de choses à analyser qui étaient super intéressantes. Donc oui, c'est sympathique, je pense, pour les gens ensuite d'aller voir des personnes qui parlent du club quand ça se passe bien. Un petit peu plus quand même que les saisons précédentes sous Xavi, où il y avait quand même des matchs soporifiques. C'est pas forcément ensuite évident d'ensuite écouter une analyse de quelqu'un qui va te parler du jeu soporifique de Xavi. Donc effectivement, l'arrivée de Flick, ça nous donne de la visibilité. Après, bon, l'année prochaine, moi, je sais pas toi, mais moi, je risque un petit peu de changer la formule. Cette année, j'avais pour objectif de faire quasiment tous les matchs, de faire tous les avant-matchs. J'y suis presque arrivé, à part 4-5 matchs peut-être que j'ai loupé. On les a quasiment tous faits sur la chaîne. L'année prochaine, on va un petit peu baisser en intensité. Je pense que je vais plus partir sur des vidéos analyse, long format, donc je ferai moins en quantité. Et je serai, je pense, aussi un petit peu plus présent sur TikTok pour parler des actus assez récentes, assez proches. Mais donc, ça va un petit peu changer de mon côté. Donc, est-ce que ça va me faire passer un cap? Je suis pas sûr encore, mais en tout cas, c'est positif pour tout le monde parce qu'on kiffe, on prend du plaisir, on adore regarder ce qu'il fait à droite à gauche, encore plus depuis que Flick est arrivé au FC Barcelone. Nouvelle question de Alassane qui me dit « Salut Dave, est-ce que pour son bien et le bien du club, Lewandowski ne devrait-il pas aller voir en Arabie Saoudite pour libérer de l'espace, qu'on aille chercher un neuf? Imagine un Lewandowski de 38 ans titulaire l'année prochaine. Waouh, j'ai peur. » Le traumatisme Lewandowski. Lewandowski, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions, hein, et c'est normal d'en avoir. C'est un joueur avec son âge qui a des gros trous. Voilà, c'est compliqué. Il a des périodes cette année, il a une période de 3 mois, vraiment 3 mois où il a été nul, mais vraiment nul, que ce soit dans les statistiques, mais dans le jeu où ça a été un poids pour le FC Barcelone. Mais en même temps, c'est le seul vrai numéro 9 que tu as. C'est le mec dans la surface de réparation qui est capable de faire des gestes de fou pour marquer des buts du bout du pied, de raccro dans la surface de réparation. Donc ça, tu l'as pas autre part. Et puis, il a une énorme expérience. Donc ça, c'est les côtés positifs de Lewandowski. Maintenant, bah oui, bien évidemment, comme tu l'as dit, il a un certain âge. Des fois, c'est dur. Dans le pressing, le contre-pressing, il n'est pas au rendez-vous. Donc ça compte du côté de Lewandowski et ça coûte pour le FC Barcelone. Mais voilà, ça dépendra de ce qui se passe. J'ai l'impression que les rumeurs, elles tournent plus sur le fait qu'il reste l'année prochaine, Lewandowski. Si ça ne tenait qu'à moi, si on avait l'argent pour recruter quelqu'un d'autre, bah, j'essaierais de le vendre et j'essaierais de recruter un joueur un peu plus jeune que lui. Même s'il a fait un passage qui restera très très bon du côté du Barça dans la globalité. Mais j'ai l'impression que ça ne tournera pas vers là-dessus. Et dernière question, mesdames et messieurs, de Thibaut Dossel qui me demande qui mettre en vente sur le marché. PS, la saison prochaine, tu vas exploser. J'espère pour toi, tu mérites. Très gentil message. On espère, bien évidemment, on espère toujours. Ça sera grâce à vous. Dans tous les cas, c'est toujours grâce à vous. Ça se passe bien. Et sur les ventes sur le marché, comme je vous l'ai dit, on va faire une vidéo qui abordera tous les joueurs possiblement qu'on peut mettre sur le marché, même si, et ça rejoint tout ce qu'on a dit sur cette vidéo, ça sera forcément à corréler avec les besoins qu'on a. Parce que je pense qu'on n'aura pas énormément de marge pour recruter et donc
donc que nos recrutements ils vont dépendre de nos ventes. Faudra-t-il donc vendre absolument pour pouvoir recruter? Dans ce cas-là, oui, il y a des joueurs qui doivent passer sur le marché des ventes. Maintenant, si on a la possibilité de recruter un petit peu sans avoir la nécessité de vendre, ah bah là, il y a certains joueurs que je conserve et pour lesquels je peux me dire, bah j'attends qu'ils prouvent une nouvelle saison, je leur donne une seconde chance et eux, ils le méritent, du coup, je les conserve. Donc encore une fois, ça dépend des possibilités du club. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour la FAQ globale 2024-2025, mais qui aborde surtout, j'ai l'impression, des objectifs pour l'année prochaine. En tout cas, encore une fois, c'était des très bonnes questions, des sacrés dilemmes, des sacrés enjeux pour le Barça, pour Flick, pour les joueurs, pour le mercato, pour l'année prochaine. Donc c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao.